grande potentialité que régorge le pays. Et dans cette émission, vous avez pris l'habitude de découvrir les valeurs féminines de la République démocratique du Congo. Pour ce numéro, nous allons ensemble découvrir une femme qui évolue dans l'ombre, Déborah Moutound, femme entrepreneur à plusieurs casquettes. Vous allez certainement la découvrir. Madame, Messieurs, bienvenue à vous, bienvenue également à notre invité du jour. Bonjour Faiza, bonjour à toute l'équipe. Merci de me recevoir et merci de faire honneur encore à Josefa Cosmétiques. Je suis très heureuse d'être là ce matin. C'est vrai que c'est la deuxième fois que nous sommes ici, mais avec des visages différents. Comme pour dire que la famille est vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, Déborah, j'ai lu votre parcours. Il est quand même éloquent en tant que femme. Et tout de suite, je sais que vous êtes aujourd'hui consultante en relations publiques et en communication. Vous êtes dans l'événementiel. Oui. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Oui. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire de vous? Écoutez, vous avez dit un peu tout. Je suis multifacette. Je touche un peu à tout. J'aime bien tout ce qui bouge, tout ce qui est dynamique. J'aime bien le beau. Donc, j'ai une carrière dans la mode qui est un peu moins connue ici parce que je l'ai faite en Afrique du Sud. Je la fais toujours. Je suis également un petit peu dans la politique. Aussi? Oui. Comme Barbara? Bon, un peu moins qu'elle. Okay. J'ai été conseillère du Premier ministre. Et je suis dans l'entrepreneuriat justement avec Josefa Cosmétiques qu'on a lancé. Et j'ai plusieurs autres projets qui sont en cours. Plusieurs autres projets qui sont en cours parce que vos idées, la tête bouge, la tête tourne. Il faudrait travailler pour développer la République démocratique du Congo. Mais en tant que femme, de vous à moi, vous êtes consciente que ce n'est pas facile d'évoluer dans un contexte où l'on se dit mais celle-là, qu'est-ce qu'elle va encore nous apporter de plus? Je le sais, je le vis, je le ressens tous les jours. Et je dis souvent en anglais, it's a man's world. C'est un homme régi et fait par les hommes pour les hommes. Donc c'est très difficile pour toute femme de trouver une brèche dans tout ce système-là et pouvoir émerger. C'est très difficile, mais écoutez, on est là, c'est la vie, rien n'est facile. Et Josefa Cosmétiques est une des preuves justement que c'est possible. Donc ça m'encourage énormément, ça m'inspire. Et en fait, je suis quelqu'un de très inspiré en fait. Quand je sors, quand je voyage, que je vois quelque chose qui se fait à l'étranger, ou quand quelqu'un parle de quelque chose, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Comment est-ce qu'on pourrait ramener ça chez nous? Comment est-ce qu'on peut l'adapter? Donc, dès que je suis inspirée par quelque chose, j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire de la télé, par exemple. J'aimerais bien faire... On peut s'échanger des rôles, là. Tout de suite. Pourquoi pas? On va passer de... On va essayer. On va essayer. Moi, je poserai des questions. Juste à la fin de l'émission, vous allez me poser une question. Vous Sans problème. Sans problème. Je suis multifacette. J'aime bien tout ce qui est beau. J'aime bien inspirer. Je suis passionnée. Et j'aime bien les êtres humains. J'aime bien tout ce qui touche à la créativité, à l'innovation. Donc, voilà. Je suis là pour le développement de la RDC. On va faire un petit recul pour parler de votre histoire avec la mode, le mannequinat. D'accord. J'ai envie de vous taquiner, la taille que vous faites aujourd'hui. Ne me laisse pas deviner que vous avez été dans le mannequinat. C'est justement ça. Moi, je suis désolée, hein, je parle anglais et français, donc des fois, les mots viennent seulement en anglais. On va vous comprendre. Voilà, je suis une outsider, je suis une outcast. Là où tout le monde dit que ça ne va pas marcher, moi, je dis, écoutez, je vais tenter ma chance là. Oui, peut-être que je n'ai pas l'allure de quelqu'un qui est mannequin, d'après ce que les gens pensent, mais dans le reste du monde, c'est une réelle industrie. Il y a énormément de marques, de produits qui utilisent des femmes un peu plus corpulentes parce qu'on dit justement qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas toute svelte et toute maigre et qui a besoin d'être représentée dans la mode et dans le commerce. Donc, on utilise des femmes comme moi pour être dans la mode et je suis rentrée par là tout à fait au hasard. Comme vous, je ne pensais pas qu'on pouvait m'appeler mannequin. Quand je grandissais, on m'appelait tout sauf mannequin. J'étais intelligente, j'étais un petit peu mignonne, mais je n'étais pas le mannequin, ça c'est sûr. Mais j'avais la tchatch. J'ai toujours su bien parler. Hein. J'espère que je m'en sors bien aujourd'hui. On espère aussi. Je savais bien parler et je m'exprimais bien en anglais. Donc j'étais avec ma sœur, Josefa, et mon ami, qui sont tous les deux minces et grands. On leur faisait tout le temps des compliments, vous êtes beaux, vous devrez vraiment essayer de faire le mannequinat. En Afrique du Sud, c'est très développé. Oui. Donc, ils m'ont dit, toi, comme tu sais bien parler,
quand on arrive là-bas, tu négocies pour qu'on nous signe. Bon, moi, la petite boulotte, je dis d'accord, je vais le faire, quoi, parce que bon, moi, je suis toujours enthousiaste pour les autres, donc on va à l'agence de mannequinat, je dis, écoutez, bonjour. Là, vous avez joué à la manager? J'étais la manager. J'arrive et je dis, écoutez, j'ai 2 personnes là qui sont très beaux et il faut absolument que vous leur donniez un contrat de mannequinat. Ils me disent, est-ce que vous avez déjà pensé à être mannequin? Je dis, qui ça, moi? Ah non, jamais. Ils me disent, ah, la directrice, on appelle la directrice de l'agence. Elle me voit, elle dit, ah non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des mannequins grande taille? Je dis, j'ai vu ça par hasard sur Internet, mais vraiment, moi non, j'y ai jamais pensé. Elle dit, je pense que vous avez le profil parfait, je vous signe immédiatement. On est allé à 3, je suis la seule qui suis repartie avec un contrat. Alors que vous n'étiez même pas... Je n'étais même pas prévu ni pensé même que je pouvais être cette personne-là. Et justement, s'en est suivi une carrière assez impressionnante. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Je suis devenue l'égérie de la plus grande marque de vêtements grande taille, où j'ai fait 33 campagnes, quand même, c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai chuté pour les plus grands magasins en Afrique du Sud, Edgars, Ackermans, si vous êtes familier avec le pays. J'étais dans plusieurs magazines, j'ai fait des émissions télé, des Fashion Week. Et voilà, je suis reconnue comme quelqu'un qui est très impliqué dans la mode là-bas. Là-bas, c'est comme ça qu'on me connaît. Ici, c'est un peu plus différent. Et j'essaye de ramener ce côté-là aussi ici parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'approchent. Les réalités sont tout autres ici. Le mannequinat déjà avec celles qui font la taille que nous voulons parce que nous avons cette image-là des petites tailles pour le mannequinat. Oui. Elles se plaignent beaucoup de la manière dont on les traite, de la manière dont elles sont considérées. La mode n'a pas beaucoup de place ici. Faut comprendre qu'on est quand même en retard sur pas mal de choses. Ce genre d'éléments viennent aussi avec le développement. Donc plus on sera développé, plus on sera stable économiquement, il y aura de la place pour ce genre d'industrie. On a des problèmes beaucoup plus vitaux que l'Afrique du Sud ou la France. Ils ont peut-être atteint l'autosuffisance alimentaire. Ici, on a encore des problèmes basiques. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Donc, la mode n'a pas forcément cette place encore. Mais le temps fait son travail. Et puis, nous sommes là, justement, nous, pour faire évoluer les choses. Et je voudrais rapporter aussi cette touche un peu plus professionnelle au mannequinat. J'ai vu comment ça se déroule à l'étranger. C'est une vraie industrie, c'est un vrai métier. J'ai un visa de travail aujourd'hui en Afrique du Sud parce que je suis mannequin. C'est une profession reconnue, on paye des taxes. Ça n'existe pas encore au Congo, mais je pense que l'opportunité nous est donnée justement de faire la différence. Alors pensez-vous aujourd'hui être cette femme d'impact que vous avez toujours rêvé? Honnêtement, je pense que j'ai encore beaucoup à faire. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Ça, je laisse le choix aux gens de dire si je les impacte ou non. Apparemment, oui, pour certains aspects, mais j'ai encore beaucoup à faire, à me prouver à moi-même et à prouver au monde. Si la mode, à un certain moment, au fil du temps, est devenue votre passion, c'est comme ça que vous avez aussi basculé dans l'entrepreneuriat, dans l'événementiel, avec la communication. Comment ça s'est passé? En fait, toutes ces choses-là sont un petit peu arrivées au même moment. Donc, la fameuse rencontre à l'agence de mannequinat se déroule pendant que je suis en train de faire mes études. Je suis encore étudiante. Donc, ma carrière de mannequinat commence à ce moment-là. Une fois que je termine mes études, je rentre au pays. Et justement, dans les échanges avec ma sœur Manuela, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on peut créer quelque chose? Il faut qu'on fasse un business. Et c'est comme ça que Josefa Cosmétique naît. Donc, toutes ces choses, en fait, naissent au même moment. Donc, quand Josefa Cosmétique est lancée, donc nous sommes en plein dans l'entrepreneuriat, moi, j'aime beaucoup aussi la musique. Je suis quelqu'un de très créatif. Donc, j'ai toujours accompagné Barbara dans ses tournées. Il faut dire que c'est votre sœur. C'est ma sœur, absolument. Oui. Je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai que c'est pas... Vous avez des traits, oh, oui, on a de des traits. ressemblance. Il paraît qu'on a la même voix, je sais pas. Oui. Je peux pas chanter comme elle, je vous rassure. Vous chantez pas? Non, sous la douche des fois un peu. Mais j'aime beaucoup la musique, donc ça m'arrivait de la manager, d'organiser des concerts pour elle. Et tous ces éléments-là, en fait, sont arrivés en même temps. Ne pensez-vous pas que vous en faites un peu de trop? Vous êtes dans plusieurs choses au même moment. Ah non. Qui trop embrasse mal étreint, dit-on. Écoutez, moi, je suis assez versatile. L'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on est son propre patron. Donc, je n'ai pas d'obligation envers qui que ce soit, si ce n'est envers moi-même. Écoutez,
si on devait penser petit, il n'y aurait pas d'Oprah Winfrey, il n'y aurait pas de Beyoncé. Hein. On a le même nombre d'heures qu'elles. Pourquoi elles n'y arrivaient pas, nous? Moi, je ne me limite pas dans ma façon de penser. Hein. Je pense qu'on est ce qu'on pense et je pense grand. Ah, vous pensez grand. Oui. Dans votre pensée grand, aujourd'hui, il y a Josefa Cosmétique, il y a ce que vous faites. Est-ce que vous pensez que dans votre esprit managérial, dans votre esprit d'entrepreneuriat, vous avez déjà aussi attiré des gens dans justement l'élan d'entreprendre? Absolument. On a été inspiré par des personnes. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de personnes qui sont entrepreneurs dans la famille, mais la force des femmes par lesquelles nous sommes entourés, notre mère Barbara, nous a toujours poussé à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc moi, je suis très inspirée, je le dis, il y a énormément de femmes qui m'inspirent au Congo et à l'étranger, je m'inspire d'elles et je pense que c'est un devoir aussi pour moi d'inspirer les autres. Et je pense que la vraie réussite finalement, ce n'est pas de réussir soi-même, mais c'est de permettre aussi aux autres de réussir. Et je le dis tout le temps au staff ici à Josefa Cosmétique, on ne peut pas grandir sans vous. Si on grandit, vous grandissez avec nous. Absolument. Et la place de la femme dans le développement du pays, c'est vrai que vous avez peut-être évolué en dehors de la RDC où les droits des femmes ont plus évolué qu'ici, mais en revenant, vous avez eu à comparer certainement. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons beaucoup à faire. Je pense que c'est déjà, la femme a toute sa place, elle est très intelligente. Moi, je suis toujours épatée par les femmes congolaises, qu'elles soient femmes au foyer ou vendeuses d'oranges ou qu'elles soient caissières. Ce sont des femmes qui sont brillantes. Elles savent se débrouiller, elles savent faire avec peu, c'est une qualité. Dans beaucoup de pays, quand ils n'ont pas eu la chance, par exemple, d'aller à l'école, ils se plaignent. C'est pour ça qu'en France, vous avez des gens qui se mettent à tout casser parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir réussi. Ici, on arrive à faire beaucoup avec très peu. Ce sont de grandes qualités. Mais je pense que plus que jamais, il est temps de donner des postes des grandes responsabilités à des femmes. Pourquoi pas avoir une femme présidente en RDC? Je pense qu'on a donné ou parce qu'elle le mérite? Quelque part, c'est la population de lui donner cette chance-là. C'est à l'élite politique de lui donner cette chance-là. Et il faut qu'on pousse les femmes. On a besoin de femmes Premier ministre. On a besoin de femmes, pourquoi pas justement président de la République, directeur de société. Et pour une fois qu'on ait les rênes un peu du pays et qu'on puisse prendre des décisions qui vont pouvoir impacter les autres femmes. Parce que c'est un monde régi par les hommes. Et les hommes ont une façon à eux de réfléchir et de voir les choses et d'approcher les affaires. Il faudrait qu'on donne un peu plus de chance aux femmes. La femme elle-même, quelle est la chance qu'elle accorde à son avenir, à son épanouissement, selon vous, la femme congolaise de manière générale? Est-ce qu'elle s'y met aussi? Elle s'y met, mais j'ai l'impression que c'est un système qui conditionne énormément la femme. On dit à la femme, bon, c'est important d'aller à l'école, mais on met beaucoup l'accent, dès qu'elle grandit, on met beaucoup l'accent sur le mariage. Il faut te marier. Dès que tu atteins un certain âge, on te met la pression. Déborah, on va oublier les caméras. Le mariage, c'est quand même un atout pour une femme, non? Ça l'est, mais ce n'est pas une fin en soi. Je pense que l'épanouissement personnel est primordial. Le mariage, c'est pas ça qui épanouit. Généralement, ici, quand une femme n'est pas mariée, on la regarde de manière assez différente. différente. Exactement. Alors que ça ne signifie pas forcément qu'elle a échoué. Pour vous? Ah oui, pour moi, absolument. Je pense que il faut se trouver soi-même d'abord, avant d'aller se mettre dans un foyer ou s'associer à une personne. Ok. Et l'éducation dans tout ça, l'éducation de la jeune fille, l'éducation de la femme? Très important. Ok. Il faut aller à l'école. Enfin, il faut aller à l'école. Moi, mes parents ont toujours été très carrés dessus. Notre papa nous disait tout le temps, arrêtez de regarder la télé, il faut lire, qu'est-ce que vous apprenez? Il faut aller à l'école, il faut faire ses études primaires, ses études secondaires, il faut aller à l'université, il faut se mettre sur le marché du travail ou entreprendre. Il n'y a pas de schéma. S'il y a un schéma qui s'applique aux hommes, il s'applique tout autant aux femmes. Donc, il n'y a pas de différence à faire à ce niveau-là. Et je ne connais pas très bien le niveau de scolarisation en RDC, mais j'ai comme l'impression que les femmes, justement parce on leur dit très vite d'aller se marier,
et il faut faire les enfants, il faut s'occuper du mari, que bon, la carrière et les études commencent à devenir un peu secondaires. Mais des manières naturelles, tout à fait naturelles, ce sont quand même des devoirs qui sont reconnus à la femme. C'est une finalité pour elle. Elle doit avoir des enfants, elle doit servir son mari à la maison, elle doit... On dit toujours que ces femmes qui ont évolué oublient un peu ce côté-là. Et ça, parce qu'il y a un peu plus des déséquilibres au sein de la société, parce qu'on veut tout copier. Je ne suis pas d'accord, complètement d'accord avec ça. Parce que pour moi, le succès, la réussite, elle passe par beaucoup, beaucoup de choses. Et ça commence par un épanouissement et un développement personnel. Même pour réussir dans un mariage, il faut être bien dans sa tête, il faut être équilibré, il faut être stable. Sinon, on va déjà avec des faiblesses. Et si ça ne marche pas là-bas, et ton mari peut demain avoir des difficultés financières, si tu ne sais rien faire, si tu n'as pas étudié, comment tu le soutiens? Sur quoi repose votre secret de réussite? Je peux l'appeler ainsi parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même un modèle pour beaucoup de femmes qui vous entourent. Si elle vous posait la question, Déborah, sur quoi vous reposez toute cette énergie que vous dégagez? Je vais dire d'abord que c'est la grâce et la faveur de Dieu, parce que Dieu fait grâce. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas données par le mérite. Vous avez grandi dans une famille chrétienne, c'est normal? Absolument. Après, il y a beaucoup d'amour. J'ai grandi dans une grande famille où on s'aime et on se soutient énormément. Et je n'aurais jamais été la femme que je suis. En tant que chrétienne, je dirais que c'est une grâce pour vous. Absolument, ça l'est. Mais d'autres n'ont pas cette grâce-là. J'en suis tout à fait consciente et j'en suis très reconnaissante. Et c'est cet amour, c'est cet esprit de soutien, de toujours se pousser vers l'avant, on ne se casse pas, on ne se met pas des bâtons dans les roues, on essaie toujours de s'encourager. Et puis, ma carrière de mannequin, justement, m'a beaucoup appris à surmonter le manque de confiance en moi. J'ai appris à m'aimer, à m'accepter, à ne pas forcément plaire à tout le monde. Je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde, je me plais à moi-même. Et c'est pour ça que je marche avec beaucoup d'assurance. Les gens me disent, tu as beaucoup d'assurance et tout ça, mais je dis, mais je suis moi. Et c'est déjà assez. Cette assurance-là ne frôle pas un peu à l'orgueil? Non, vaut mieux faire envie que pitié, honnêtement. Okay. Parce que le monde a toujours tendance à vouloir nous rabaisser, à nous dire qu'on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. La plupart du temps, les gens ont du mal à dire des choses positives sur les autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut cultiver cet esprit-là de l'amour propre, en fait. Et ce sont notamment ça les piliers de... En faisant un petit recul, vous avez parlé justement de votre carrière de mannequinat. J'ai envie de savoir comment vous avez géré ce côté végétariat en tant que femme. C'est pas facile. Beaucoup de sollicitations. Généralement, ici, on vous colle d'être légère. Comment vous avez fait? Écoutez, les gens parleront et parleront toujours. Hein. Même Jésus, qui était sans péché, n'a pas fait l'unanimité. Qui suis-je pour l'avoir? Vraiment. Nelson Mandela a été critiqué. De toute façon, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on est critiqué. Les présidents de la République sont critiqués, les artistes sont critiqués. J'ai besoin vraiment de plaire à personne. Je n'essaie pas de plaire à quelqu'un. J'essaie de me faire plaisir à moi-même. Et tant que je sais que je ne suis pas mal intentionnée ou que je n'ai pas des mauvaises idées derrière la tête, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Mais il y a aussi un rôle que vous devez jouer justement pour redorer l'image de ces mannequins, surtout ici en RDC, pour qu'elles aient confiance en elles, qu'elles ne se disent pas qu'elles viennent là justement pour que les hommes puissent les approcher, parce que c'est ce que les femmes se disent par moments, entre guillemets, quand elles abordent des métiers où elles sont très visibles. Oh, vous seriez surprise, hein, ce qui se passe peut-être dans des banques ou dans des ministères. Hein. Je pense c'est caché. En tant que femme, voilà. C'est caché, Déborah. C'est possible. On est exposé partout là où on est. Je pense que c'est après de savoir qui on est et après avoir reçu quand même une certaine éducation, on se pose des limites. On sait que ça, c'est pas moi. On fait la différence entre justement son métier et sa vie privée. Il ne faut pas mélanger les deux. Ça relève du professionnalisme et puis de savoir qui on est et de son éducation. Je ne pense pas qu'un métier nous rend plus vulnérables qu'un autre. On est exposé partout.
Et moi, je veux surtout encourager les femmes à connaître leurs valeurs, à savoir qui elles sont, à mieux se vendre. Et ça, c'est dans tous les domaines, hein. Je conseille énormément de personnes. Des fois, ce sont des hommes politiques, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des artistes. Vous faites le coach, c'est ça? Un petit peu. Je suis conseillère en image, ça fait partie des relations publiques. Je conseille beaucoup de gens, je leur dis non, il faut plutôt que tu te positionnes comme ça. Et je suis, au niveau de Josefa Cosmétiques, je suis encore plus en charge de l'image de la boîte. Ok. Donc, il y a une certaine façon dont on veut se positionner dans l'industrie et c'est un travail de fond. Êtes-vous satisfaite aujourd'hui du résultat que vous avez par rapport à Josefa Cosmétiques? Honnêtement, j'en parlais encore ce matin, 4 ans plus tard. Je pense que c'est un beau parcours. Nous avons encore énormément à faire. On a plein d'idées et qu'on voudrait réaliser, mais je suis très fière de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Et je veux dire qu'on est à 80% là où on aurait voulu être. Entreprendre au Congo, ce n'est pas facile et par surcroît, on le disait au début de l'émission, être femme, entrepreneur, c'est encore une grande difficulté. Je vais aller droit au but. En termes de financement, c'est quand même pas facile ici au Congo d'accéder par exemple à des crédits de banque. Vous avez un projet mais vous ne savez pas comment le réaliser. Il y a plusieurs femmes qui se retrouvent comme ça un peu bloquées. Est-ce que vous pouvez partager avec elles quelques astuces pour qu'elles sachent comment justement s'y mettre et s'en sortir? Moi, je vais dire 2 choses. La première, c'est aux personnes qui voudraient entreprendre, écoutez, il faut multiplier ses sources de revenus. Vous m'avez demandé tout à l'heure si ce n'était pas trop tout ce que je faisais. Écoutez, j'en ai besoin, il faut que je survive, il faut que je puisse assurer telle ou telle chose. Donc, je suis obligée de multiplier les sources de revenus. Donc, je touche un peu à tout, je fais un peu de ça, un peu de ça. Heureusement que je suis dans l'entrepreneuriat, donc je ne suis pas dans l'obligation de me présenter à un endroit tous les jours. Mais je dois trouver les façons de gagner de l'argent. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire un petit commerce. C'est pas parce que d'ailleurs même qu'on travaille en entreprise qu'on ne peut pas être un entrepreneur. Vous pouvez être employé quelque part et même avoir un commerce de vente de fruits. Vous pouvez vendre des beignets. Vous pouvez vendre des maquillages, vous pouvez vendre des maisons. Et ça, mais il y a un problème. Il y a des femmes qui se retrouvent dans le même commerce depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'elles vont... C'est un exemple vraiment typique et très simple. Une femme qui vend le pain, par exemple, depuis 20 ans. C'est vrai que ce pain l'aide à prendre en charge sa femme et sa famille plutôt, mais elle peut aller au-delà. C'est-à-dire elle est bloquée. Elle a peut-être des problèmes de management. Il faut savoir gérer son argent. Il ne faut pas toucher à son capital. Il y a des règles dans le business qui sont établies et qui existent depuis toujours. Il faut pouvoir multiplier son business. C'est comme ça qu'un business marche ou pas. Et si vous voyez que vous êtes dans un business qui vous fait tourner en rond, il faut peut-être changer. Il faudrait voir à faire autre chose. Quel est, selon vous, le grand défi qui vous reste à relever? Oh, les grands défis. Quelqu'un m'a posé cette question aujourd'hui. Je pense que c'est d'être la meilleure version de moi-même possible, physiquement, psychologiquement et dans mes talents. Pouvoir explorer tous les talents que Dieu a mis en moi et pouvoir vivre le plus longtemps possible et pouvoir partager ces moments-là avec les gens que j'aime. Il vous est déjà arrivé de pleurer? Ah oui, je pleure souvent. Vous avez entrepris quelque chose, vous êtes engagé dans quelque chose, ça n'a pas marché? L'échec fait partie intégrante de la vie des entrepreneurs. Nous sommes constamment, on fait face à l'échec tous les jours. On se fixe des objectifs, on essaie de faire quelque chose et ça ne marche pas. Mais vous savez, la force d'une personne, d'un champion justement, c'est pas de voir les échecs et d'abandonner. C'est de se relever à chaque fois. Donc si vous me voyez assise aujourd'hui en face de vous, c'est à coup de beaucoup de larmes, de beaucoup d'échecs, de beaucoup de peurs qui ont été surmontées. C'est le plus grand drame de votre vie, ça a été quoi? Ouh, ça, c'est profond ça. Ouais. De perdre un être cher. J'y pense quasiment tous les jours. C'est quelqu'un de très proche et son départ a complètement chamboulé ma façon de voir la vie. Positivement, négativement? Les deux.
J'étais un petit peu fâchée contre Dieu parce que je disais, mais on ne prend pas les gens qui sont jeunes, qui sont beaux, mais voilà. Qui sont justes. Où c'est injuste. Tu aurais quand même pu lui donner une autre chance. Mais c'est là où Dieu nous montre justement qu'il est l'être suprême, donc ce n'est pas par le mérite, c'est selon sa grâce et selon sa volonté. Mais dans le positif, ça m'a beaucoup appris parce que déjà, c'était quelqu'un de très gentil, qui s'entendait avec tout le monde. Le jour de son départ, beaucoup de gens sont venus de partout et ont tous donné un très bon témoignage de lui. Donc je me suis dit que la meilleure façon de lui rendre hommage, ce serait d'être quelqu'un de bien. Et j'essaie au quotidien de faire du bien parce que je me dis, voilà, ça peut être la dernière fois que je te vois. Qu'est-ce que tu vas retenir de moi? Et pouvoir justement transmettre cette joie de vivre. Là, je suis quelqu'un de naturellement très souriant. Je suis assez joviale, j'aime beaucoup rigoler. Ouais. Donc, j'essaie toujours de transmettre ce que j'ai en moi parce que je me dis, demain n'est pas promis, n'est pas garanti. Demain n'est pas garanti. Non. Justement, il y a beaucoup de femmes qui perdent l'espoir, ici, surtout en RDC. Est-ce que vous envisagez, vous, par exemple, vous lancer dans une fondation, une ONG, pour redonner le sourire à ces personnes, ou vous le faites d'une manière ou d'une autre au quotidien par rapport à ce que vous avez dans votre entourage, justement? Je suis née dans une grande famille et on nous a toujours appris la générosité. Ça, c'est une des grandes valeurs qu'on a appris à la maison, c'était toujours de donner à celui qui avait faim. On préparait toujours pour plus que le nombre de personnes qui étaient à la maison. Parce que toute personne qui rentrait là, s'il avait faim, il devait manger. Si on devait boire, la personne à côté devait boire. Donc, je pense que de nos jours, ce n'est plus le cas. Les gens sont très calculateurs maintenant. Et je ne comprends pas ça. Moi, je pense que je crois beaucoup en le karma. Tout ce qu'on envoie, tout ce qu'on donne, on le reçoit. Et tout nous revient. Et je pense que la meilleure façon, justement, d'apprendre aux gens à comment vous traiter, à comment être de meilleures personnes, c'est d'être cette meilleure personne-là envers eux. Donc, j'essaie toujours de donner de l'amour autour de moi, de dire aux gens qui sont importants, qui sont beaux, qui sont forts, qui sont capables. Et la vie me le rend parfois très bien. Et je le dis souvent à mon fiancé, je lui dis, tu sais, les gens, ils me traitent des fois très, très bien. Et je ne sais pas d'où ça vient. Mais je pense que c'est parce que c'est quelque chose que je cultive. Que vous dégagez vous-même. Voilà. Mais il y a aussi un problème entre les femmes. C'est un adage que je n'aime pas trop, mais qui traduit quand même la réalité sur le terrain. Basi batonga mbokate. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un endroit, la première personne à vous mettre les bâtons dans les roues, c'est une femme. Alors que les hommes, entre eux, se réconfortent, s'unissent davantage pour pouvoir dominer. Les femmes, c'est le contraire. Est-ce que vous avez la même appréhension? De mon expérience, j'ai compris que les gens négatifs et les gens méchants, les gens qui critiquent, reflètent généralement ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Quand quelqu'un s'aime, quand quelqu'un est épanoui, il a du mal à dire du mal ou à casser les autres. D'où l'importance d'apprendre aux gens à s'aimer eux-mêmes, en fait. Parce que je pense que quand vous vous aimez, quand vous êtes sûr de vous, quand vous ne vous sentez pas menacé par le succès d'une autre personne, quand vous savez que vous êtes belle, donc quand vous voyez une autre femme à côté de vous belle, vous n'avez pas du mal à lui dire « tu es très jolie ». C'est ça la force des femmes. Au lieu de se casser et de se mettre des bâtons dans les roues à chaque fois, si on apprenait déjà à s'aimer pour ce qu'on est. Donc il faudrait s'aimer soi-même. Absolument, absolument. Moi, je ne suis pas quelqu'un de jaloux. C'est un sentiment que je ne ressens pas. Je ne me sens pas menacée par la beauté d'une femme à côté de moi. Quand je vois une femme justement à côté de moi qui est très belle, ça m'inspire tout de suite. Vous êtes trop sûre de vous? Non, je ne suis pas sûre. Ce n'est pas de overconfidence, c'est pas ça. C'est que j'apprends à apprécier. Je me dis, nous sommes tous différents, on a tous quelque chose de spécial. Moi, quand je vous regarde aujourd'hui, je vois, mais j'aimerais bien avoir ça. Il y a telle ou telle chose chez elle que moi, je n'ai pas. Et moi aussi, j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Bien sûr. Et c'est ça qui fait la diversité. La beauté est dans la diversité, justement, du monde. Et si on apprenait, en fait, à apprécier les autres pour leurs différences, on serait moins en train d'essayer de se casser. Et les gens négatifs, en fait, reflètent justement la négativité qu'ils ont en eux. Les gens qui ne sont pas sûrs de vous, verrez que les gens qui sont toujours en train de dire « Ah, mais celle-là l'a grossi. Ah, mais celle-là l'a maigri » sont les gens qui ont le plus de problèmes de poids, en fait. Les gens qui critiquent, les autres, oh, elle va encore faire quel business? De toute façon, c'est nul. Ces personnes-là, en général, n'ont jamais rien réalisé de leur vie.
faites très attention. Les paroles négatives viennent en général des losers, comme on dit en anglais. Oui. Des gens qui ont perdu. Des gens qui ont perdu d'avance, donc ils reflètent cette négativité-là vers les autres. Donc la meilleure attitude, c'est d'encourager les autres. Absolument, il faut s'encourager. Moi, j'ai encore du mal à comprendre que parce que deux personnes sont dans la même industrie, sont une compétition. Je dis non. Je suis allée la semaine dernière à un événement qu'une de nos concurrentes a organisé parce que j'apprécie le travail qu'elle fait. Je sais l'encourager. Je lui dis, mais bravo. Bravo pour tout ce que tu as fait. Et elle aussi m'encourage en retour. C'est pas parce que quelqu'un fait la même chose que toi, c'est pas parce qu'il y a une autre femme à côté de toi qu'elle est une entrave à ton succès. Non. Le monde est grand, nous sommes 7 milliards. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde a sa chance. Kinshasa, c'est entre 10 et 12 millions de personnes. Même si Josepha Cosmétique voulait être le numéro 1, on ne pourrait pas s'occuper de tout le monde. On a besoin d'une industrie forte pour que le pays avance. Le succès du Congo ne repose pas sur une personne. Une personne, c'est tout le monde. Donc nous devons tous mettre la main à la pâte et essayer de faire avancer les choses. Est-ce que vous pensez que cette femme, aujourd'hui, la femme congolaise, peut contribuer à grande échelle au développement du pays? Absolument. Il n'y a pas de petites actions quand vous êtes 80 millions. On est un peuple très nombreux, on a énormément de terres arables, j'en parlais encore. Hier, je parlais. Mais les gens n'aiment pas cultiver. Parce que ça, c'est un des problèmes qu'on a en RDC, c'est la culture de l'argent facile. Oui. Je suis quand même choquée par la facilité avec laquelle les gens demandent de l'argent à Kinshasa. Ils estiment que si telle ou telle personne a réussi, la personne doit redistribuer à tout le monde. C'est vrai que c'est un système qui a été instauré parce que les gens aiment bien qu'on les acclame, qu'on chante leurs louanges. Mais c'est pas comme ça qu'on va... Déborah, Talaka. Exactement. Non. La flatterie. La flatterie, c'est la culture de la flatterie, donc il faut toujours sortir des billets. Mais on appauvrit les gens, on ne leur apprend pas à les cultiver. Il ne faut pas donner du poisson aux gens, il faut leur apprendre à aller pêcher. Il faut plutôt payer les études des gens, il faut ouvrir des sociétés et leur donner du travail. C'est comme ça qu'on développe une économie. Vous pensez que la femme congolaise, justement, peut apporter une touche particulière à votre vision, votre manière de voir des choses? Il faut qu'elle apprenne à être simple. Il faut savoir aussi apprendre à vivre selon ses moyens. Malheureusement, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on est à l'ère à génération 2.0. On arrive à voir les gens qui sont à Los Angeles, à Miami, à Paris. Ils sont dans des jets privés, ils ont des chaussures de marque, des sacs de marque. Et malheureusement, ça influence un peu négativement la jeunesse. On se dit que l'argent, c'est facile, ça vient comme ça. Donc, au lieu de se concentrer à l'école, au lieu de faire un cheminement plus ou moins normal, on essaie de copier les autres. Mal copier. Et on oublie finalement... alors qu'ils ne nous montrent pas tout aussi. Ils ne montrent pas tout. Ils ne montrent pas le jour où ils sont en galère. Ils ne vous montrera pas le jour où il n'a pas payé son loyer. Vous ne connaissez pas les réalités des gens. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on choisit ce qu'on a envie de montrer. Et on choisit comment on a envie d'inspirer les gens. Moi, je fais très attention à ce que je dis, sur les réseaux sociaux et à comment je me montre parce que je me dis qu'aujourd'hui, j'ai une plateforme où j'arrive à inspirer les gens. Je dois absolument l'utiliser de façon positive. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est possible. Il faut qu'elles apprennent les bases. Il y a des choses qui sont rudimentaires. Il faut aller à l'école. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mari qui va vous donner la richesse. Je dis toujours, la richesse n'est pas sexuellement transmissible. Le sida, par contre, oui. Donc, il faut faire très attention. Il faut travailler. Seul le travail paie. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fétiche. Arrêtons de toujours chercher des choses négatives à dire sur les gens quand ils ont réussi. Au Congo, dès que quelqu'un a réussi, on ne veut pas parler de ses diplômes, on ne veut pas parler de ses années de galère. Il faut qu'on trouve quelque chose. C'est les fétiches, c'est les hommes, il est homosexuel, il est ceci, non, il a travaillé. Ces années de galère, tu étais où? Pendant que la personne galérait, tu n'as pas vu. Mais aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui réussit, tu passes ton temps à lui envoyer des flèches. Tu cherches. Le Congolais, s'il te voit marcher sur l'eau, il va dire que c'est parce que tu ne sais pas nager.
il faut toujours qu'on trouve quelque chose de négatif à dire. Ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. Et je pense que c'est le devoir de tout le monde de réussir. De réussir et surtout aussi l'utilisation à bon escient des réseaux sociaux, c'est très important. Très Déborah, important. mon tour de l'émission est terminé, mais j'avais promis à nos téléspectateurs qu'on va s'échanger des rôles. D'accord. Je vous donne cette chance-là de me poser une question à laquelle je pourrais répondre. Donc, vous devenez journaliste et moi, je suis votre invitée. D'accord. On recommence l'émission du début ou Non, on ne va pas recommencer. D'accord. La question directement. Ouais. Alors, comment vous décrirez la situation de la femme congolaise en Afrique et vis-à-vis du monde? Comment elle est perçue aujourd'hui? Comment elle est vue? C'est vrai que les journalistes ont du mal à répondre aux questions. Non, mais je vais m'y mettre. La femme congolaise, je dirais que c'est une femme forte, la femme africaine particulièrement. D'accord. C'est une femme forte, pourquoi? Parce que le contexte dans lequel ces femmes évoluent n'est pas un contexte où tout est déjà, les décors est déjà planté, c'est-à-dire les droits sont déjà bien définis. C'est vrai. Il n'y a pas de garantie dans ce sens-là. Mais c'est une femme qui se bat au quotidien pour tenir sa famille, pour nourrir sa famille, pour éduquer avec le petit moyen qu'elle a. Et je crois qu'il y a juste quelque chose qui nous manque, c'est des clics là, le jour où on l'aura, ça sera une femme qui va épater le monde. Ah, c'est beau ça. C'est beau, ça a été une très belle réponse. Bravo. Merci Déborah d'avoir répondu. Merci. C'est Déborah qui répondait aux questions de cette émission Femmes. Comme je l'ai dit toujours, chaque jour nous découvrons un nouveau visage, mais ce n'est pas ça qui importe, c'est ce qu'elle dégage, c'est ce qu'elle ressort en elle qui est plus important. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses, surtout de nous encourager mutuellement. Ça nous manque aussi ça, entre nous, femmes congolaises, pour pouvoir nous développer et surtout apporter notre pierre de contribution pour le développement de ce pays. Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous d'être avec vous. J'espère vous retrouver très prochainement avec une autre femme qui aussi nous dira ce qu'elle pense de l'apport de la femme dans le développement du pays. Merci. Merci beaucoup. Déborah. Au revoir.